Bienvenue sur la chaîne, le café du crime. Abonnez-vous pour soutenir notre contenu, ou soyez maudits. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire italienne vraiment déroutante qui reste non résolue depuis près de 30 ans. Le cas d'Alessandra Vanni. C'est une jeune chauffeuse de taxi de Sienne. Elle a été retrouvée morte dans sa voiture en août 1997. Oui, et les circonstances sont plus qu'étranges. Vraiment déroutantes. Exactement. Avec des détails macabres comme ce nœud incroyable utilisé pour lui lier les mains. Et le plus fou, c'est que ce nœud, il a été fait après sa mort. C'est ça. C'est un des nombreux mystères qu'on va essayer d'explorer. Notre mission aujourd'hui, décortiquer les faits, les pistes, toutes les zones d'ombre, pour essayer de comprendre pourquoi cette affaire reste une énigme. Obsédante même. Tout à fait. Alors, avant de commencer, qui était Alessandra Vanni ? Elle est née à Sienne en 1967. On l'a décrit comme une enfant plutôt introvertie, mais devenue une adulte joyeuse, sociable, déterminée. Elle a eu plusieurs petits boulots, puis elle a trouvé un poste au standard de la coopérative des taxis de Sienne. C'est son oncle, Honorio, qui l'a aidée. Lui-même était chauffeur. D'accord. Un milieu assez familial, donc. Oui, elle a eu un mariage assez bref, un divorce difficile apparemment, puis elle a retrouvé une certaine stabilité avec un nouveau compagnon, Stefano Bonci, un collègue, lui aussi chauffeur de taxi. Ah, d'accord. Et, détail qui a toute son importance pour la suite, elle obtient sa licence de taxi pour conduire occasionnellement la voiture de son oncle, le Siena 22. Mais le Siena 22, oui. Mais attention, uniquement 2 jours. C'était la condition. Ah, c'est important ça. Oui, parce que la nuit, c'était vraiment pas son truc et son oncle préférait pas. Faut dire qu'à l'époque, elle n'était que 3 femmes chauffeuses dans la coopérative. C'était un monde très masculin. Oui, on imagine bien. Donc la nuit, normalement, c'était son oncle Honorio qui conduisait le Siena 22. Et on arrive au 8 août 1997. Ce jour-là, son oncle, il n'est pas là. Il est en Hongrie pour la Formule 1. Donc le taxi est disponible. Exactement. Le taxi est libre. Alessandra, elle, finit son service au standard à 21h. Et là, elle prend une décision totalement inhabituelle pour elle. Ah, Elle décide de prendre le volant du taxi, cette nuit-là. Sa toute première nuit de service. carrément, sa première nuit. Alors que son oncle lui avait déconseillé, clairement. Mais elle, il avait rassuré au téléphone. Elle lui avait dit « T'inquiète pas Stefano, mon petit ami, il sera aussi de service cette nuit-là. » Ça l'a rassurée. D'accord. Ça change un peu la donne, effectivement. Elle se sentait moins seule. Voilà. Donc 21h, elle coupe le standard, elle lance par radio un « Buonanotte a tutti, bonne nuit à tous ». Ce seront ses derniers mots entendus par ses collègues. Elle va dîner chez ses parents, puis elle prend le volant du Siena 22 vers 22h. Et la soirée commence. Et le début de cette soirée, il est assez banal en fait. Presque routinier pour un taxi. On a pu reconstituer ses déplacements grâce au taximètre qui enregistre tout, et aussi grâce à quelques témoignages. D'accord. Donc elle prend des parachutistes, une famille anglaise, des étudiants, des courses tout à fait normales quoi. Rien d'étrange au début. Non, rien, jusqu'à environ 23h. Là, elle est à Piazza Gramsci, une place de Sienne, et apparemment 2 étrangers lui demandent le prix d'une course hors de la ville. On ne sait pas si elle les a pris ou pas. D'accord. Ensuite, elle revient à la station principale, Piazza Matteotti. C'est ça. Elle croise quelques collègues, ils discutent un peu, mais eux, ils partent rapidement en course. Et elle se retrouve seule. Elle se retrouve seule. Et le silence radio commence. Après 23h18, plus aucun appel du standard n'est enregistré pour son taxi, le Siena 22. Et c'est là, précisément à ce moment-là, que l'affaire bascule dans l'inexplicable. Qu'est-ce qui se passe ? À 23h25, donc très peu de temps après, sans avoir reçu d'appel officiel du central, et j'insiste, c'est vraiment crucial, sans son téléphone portable qu'elle avait laissé chez elle parce qu'il était déchargé, Ah oui, ça c'est fou comme détail. Alessandra enclenche manuellement le tarif 2 sur son taximètre. C'est le tarif extra-urbain, pour les courses hors de la ville. Mais pourquoi ? Elle n'a pas eu d'appel ? Non, aucun appel enregistré. Et elle quitte Sienne par la Via Chiantigiana, une route qui va en direction de Castellina in Chianti. La grande question, c'est pourquoi ? Qui allait-elle chercher ou peut-être rejoindre ? Sans appel et sans pouvoir être jointe sur son portable. C'est très étrange. Ça n'a
aucun sens logistique pour un taxi en fait. Exactement. Et son trajet ensuite, il devient, erratique. Oui, c'est le mot. Étrange, flottant. Peu avant minuit, elle arrive à Kersegrossa. C'est un petit village sur cette route. Et là, des témoins la voient. Son taxi roule très très lentement. Comme si elle cherchait quelque chose. Oui, comme si elle cherchait une adresse précise, ou peut-être quelqu'un. Le taxi entre dans une petite rue, la Via Vittorio, et puis il en ressort presque aussitôt. Que faisait-elle là? C'est là que les témoignages divergent, c'est ça? C'est exactement ça. Et ça ajoute une couche de confusion terrible. Certains témoins disent l'avoir vue repasser devant le bar du village peu après. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Il y avait 2 hommes à bord. 2 hommes. Oui, cheveux courts, foncés, d'après ce témoignage. Mais d'autres témoins, au même moment ou presque, ne voient qu'un seul homme dans le taxi. Et d'autres encore disent qu'elle était toujours seule. C'est quand même incroyable cette divergence. C'est crucial. Parce que 1 ou 2 passagers, ça change complètement la dynamique potentielle à l'intérieur de la voiture et le déroulement possible des faits. Bien sûr. Les enquêteurs, ils penchent pour quelle version? L'hypothèse des 2 hommes est celle qui a été le plus souvent retenue, mais franchement, sans certitude absolue. C'est une zone d'ombre importante. Et ça continue d'être de plus en plus bizarre, j'imagine. Ah oui, plus loin, sur la route, à un endroit appelé Fontrutoli, le taxi s'arrête brièvement devant l'atelier. Et là, il y a un témoin clé. Qu'est-ce qu'il voit? Il affirme voir un des hommes descendre du taxi, puis remonter très vite. Mais attention, pas à l'arrière. Il s'installe à la place du passager avant, juste à côté d'Alessandra. Ah, ça c'est un détail. Pourquoi il change de place? Est-ce que c'est là que ça dérape? C'est une des grandes questions. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle perd le contrôle de la situation? Difficile à dire, mais ce changement de place est très suspect, oui. Et après? On approche de la fin de son trajet, là. Oui, on approche de minuit, et le taxi quitte la route principale, la Chiantigiana. Il s'engage sur un chemin de terre, isolé, près du cimetière de Castellina in Chianti. Un chemin de terre. Ok, près d'un cimetière. Oui, et ce chemin, il mène à une ancienne décharge. C'est une destination complètement absurde, en pleine nuit, incompréhensible. Aucun client normal ne demanderait à aller là. Mais pourquoi elle y va alors? C'est la question à 1 million, ou plutôt à 55 220 lire. Car c'est sur ce chemin qu'elle fait une manœuvre, comme pour se remettre face à la route, face à la sortie. Et c'est à ce moment précis que le taximètre s'arrête. Il enregistre la fin de la course. Oui, 44 minutes de course exactement depuis l'activation du tarif extra-urbain, montant 55 220 lire. C'est la fin de la dernière course enregistrée. Et son petit ami Stefano, il essaye de la joindre à ce moment-là. Un peu après, oui. Il est en service lui aussi, mais dans un autre secteur. Il tente de l'appeler par radio. Siena 22, Siena 22. Et rien. Silence total. Il réessaye 1 ou 2 fois. Toujours rien. Bon, il se dit qu'elle a peut-être fini son service plus tôt que prévu, qu'elle est rentrée chez elle. Il ne s'inquiète pas outre mesure sur le coup. Mais elle ne rentre pas. Non. Et vers 3h30 du matin, ses parents commencent sérieusement à s'inquiéter. Elle n'est pas rentrée, son taxi n'est pas garé devant chez eux, ce n'est pas du tout dans ses habitudes. L'alerte est donnée. Oui, vers 5h30 du matin. Et puis, le lendemain matin, le 9 août, vers 7h30, un habitant du coin, qui se rend vers la décharge, découvre le taxi, le Siena 22. Arrêté là, au milieu de nulle part. Et à l'intérieur? Il voit d'abord une jeune femme. Il pense qu'elle dort. Il s'approche et il comprend tout de suite. C'est Alessandra. Elle est sans vie. La scène de crime, elle est décrite comment? Glaçante. C'est le mot. Alessandra est sur son siège conducteur. Elle est encore habillée. La cause du décès est rapidement confirmée. C'est une strangulation. On voit un sillon très net sur son cou. Il y a d'autres marques? Oui, et c'est troublant. Il y a une marque étrange en forme de X sous le menton et des griffures sur le côté gauche du cou, peut-être des traces de défense. Attendez, j'ai lu quelque chose sur ses mains. C'est là qu'intervient ce fameux nœud? Exactement. C'est le détail qui fait basculer cette affaire dans le macabre et l'incompréhensible. Ses mains sont liées, mais pas simplement liées. Elles sont liées derrière le dossier de son siège. Derrière le dossier? Oui. Comment c'est possible? Avec une cordelette. Et ce n'est pas un nœud simple. C'est un nœud décrit par les experts comme incroyablement complexe. Certains parlent même d'un nœud quasi artistique, ou qui demande un savoir-faire très particulier. Peut-être un nœud marin ou quelque chose comme ça. C'est déjà très étrange. Mais le pire, c'est ce que l'autopsie va révéler sur ce nœud, n'est-ce pas? Tout à fait. L'analyse médico-légale va apporter l'élément le plus déroutant de toute l'affaire. Ce nœud si complexe, il a été réalisé post-mortem. Après sa mort. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça?
C'est la question centrale. Pourquoi l'agresseur ou les agresseurs se sont-ils attardés sur les lieux du crime? Ils prenaient un risque énorme d'être découverts. Et tout ça pour faire un nœud compliqué sur un corps déjà sans vie. Était-ce une sorte de rituel? Un message? On ne sait pas. Ça dépasse l'entendement, hein. Cette mise en scène calculée après le meurtre. L'autopsie, elle dit quoi d'autre? L'heure de la mort, Elle situe le décès entre 1h et 3h du matin. ce qui colle avec le moment où le taximètre s'est arrêté et où Stefano n'a pas pu la joindre. L'autopsie confirme aussi qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle et pas de signe de lutte acharnée au début. Ça suggère une attaque par surprise. Mais elle s'est quand même débattue à un moment. Oui, on retrouve des fragments de peau sous ses ongles et aussi l'empreinte de sa chaussure sur le tableau de bord. Ça indique clairement une tentative désespérée de se libérer, de repousser l'agresseur. Donc une attaque surprise, mais elle a quand même lutté. C'est ça. L'arme du crime, ça semble être la cordelette elle-même, celle qui a servi à faire le nœud. C'est une sorte de ficelle de paquet, assez banale en soi. Mais sur cette cordelette, on trouve un élément crucial, une racine de cheveux non identifiée, qui appartient très probablement à l'agresseur. De l'ADN donc. Oui. Et on trouve aussi une autre trace biologique sur la banquette arrière, peut-être de la sueur. Ça confirme la présence d'au moins une autre personne dans le taxi. Et pendant tout ce temps, le taximètre, lui, il est resté allumé, affichant toujours les 55 200 lire. Les premières pistes pour les enquêteurs, j'imagine que c'est l'entourage proche. L'ex-mari, le petit ami... Oui, classiquement, mais ces pistes sont très vite écartées. L'ex-mari est à l'étranger, il a un alibi en béton. Et Stefano, son petit ami, il était bien en service cette nuit-là, mais loin de Castellina Chianti. Son alibi est solide aussi. Alors, le mobile, le vol. Il manquait de l'argent, non? Oui, il manque environ 148 000 lire, ce qui correspond à peu près à la recette de sa soirée. Mais elle portait toujours sa montre à son poignet. Et surtout, est-ce qu'un simple vol qui tourne mal peut expliquer cette mise en scène incroyable, ce nœud post-mortem, ce temps passé sur le corps? Franchement, ça semble peu probable. Non, ça colle pas. Une autre hypothèse a été soulevée. Est-ce qu'elle aurait été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir? Un trafic, peut-être. Surtout avec ces traces de terre blanche retrouvées sur sa chaussure. Ça suggère qu'elle est sortie du véhicule à un moment donné, sur ce terrain isolé près de la décharge. Elle serait sortie? Mais pourquoi? Et même si c'est le cas, comment on explique le nœud? Et cette alarme anti-agression dans le taxi, elle ne l'a pas activée. Non, l'alarme n'a pas été activée. Il suffisait pourtant d'une simple pression du genou. Alors, est-ce qu'elle n'a pas eu le temps? Est-ce qu'elle a été surprise? Ou est-ce que la situation ne lui a pas semblé dangereuse au début? On ne sait pas. Et il y a eu d'autres affaires similaires dans la région à cette époque? Oui, on note d'autres meurtres de femmes en Toscane cette année-là. Et il y avait eu une agression assez récente à Kersegrossa, même le village où elle a été vue ralentir. Ça a alimenté les pistes, mais sans lien concret établi. La famille d'Alessandra, elle pense quoi de tout ça? Sa famille est convaincue d'une chose. Alessandra n'aurait jamais pris un tel risque pour sa première nuit de travail. Surtout pas avec des inconnus qu'elle aurait pris au hasard. Pour eux, soit elle a été forcée, contrainte d'une manière ou d'une autre, soit la personne ou les personnes avec qui elle est partie au début, c'était quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un en qui elle avait confiance. Et ça nous amène à un suspect potentiel, non? Un certain Steve. Exactement. Nicolino Mohamed, surnommé Steve. Un homme de 48 ans. C'était une connaissance d'Alessandra, un client assez régulier du taxi, semble-t-il. Et le point troublant, c'est quoi? Le point le plus troublant, c'est qu'il venait tout juste de déménager, à Kersegrossa, et pas n'importe où. Précisément dans cette petite rue, la Via Vittorio, où le taxi d'Alessandra a été vu faire cet étrange aller-retour. C'est une coïncidence énorme. Énorme, oui. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre élément sciant. Alessandra l'avait appelé au téléphone l'après-midi même du 8 août. Pourquoi? Pour lui proposer des chatons. Elle avait trouvé des chatons à la coopérative des taxis. Elle les avait mis dans une boîte en carton rouge, fermée avec de ficelle. De la ficelle. Comme celle utilisée pour... C'est la question qui tue. Une empreinte compatible avec une boîte en carton de ce type est bien retrouvée sur la banquette arrière du taxi. Mais la boîte et les chatons, eux, ont disparu. Introuvables. Alors la ficelle, est-ce que ça pourrait être la même? On ne peut pas le prouver. Les analyses n'ont rien donné de concluant à l'époque. Et Steve, lui, il nie. Il nie catégoriquement avoir vu Alessandra cette nuit-là. Faute de preuves matérielles plus solides, il est relâché. Et il est décédé depuis, c'est ça? Oui, il est décédé en 2006. Les causes de sa mort n'ont jamais été rendues publiques officiellement. Un détail quand même, hein. L'idée qu'Alessandra ait gardé une boîte avec des chatons vivants dans son taxi pendant tout son service de nuit, ça pose aussi question. Est-ce que c'est vraiment plausible? C'est vrai que c'est un peu étrange aussi.
Revenons à la façon dont elle a été tuée. La strangulation. Vous disiez qu'il y avait quelque chose de technique. Oui, l'analyse des marques sur son cou, notamment cette traction nette vers la droite et cette marque en X sous le menton, ça suggère un geste assez précis, presque technique, oui. Et c'est compatible avec un agresseur qui serait assis à sa droite. À la place du passager avant. Là où le témoin de Fontoritoli a justement vu cet homme remonter et s'installer. Ça renforce l'hypothèse d'une attaque surprise venant de cette position. Et le nœud fait après la mort, ça confirme que l'agresseur ou les agresseurs ont eu du temps et un sang-froid considérable pour réaliser cette mise en scène après le décès. Et puis il y a eu ces lettres anonymes. Ça a ajouté une dimension presque mystique à l'affaire. Oui, 2 semaines après le meurtre, une lettre anonyme arrive aux carabiniers. Elle a été postée depuis le Frioul, donc assez loin de la Toscane. À l'intérieur, juste une phrase. En latin. En latin. Laquelle? Qui sed dignus apirire librum et solvere signacula eius. Et ce qui veut dire... Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? C'est une citation de l'Apocalypse de Saint Jean. Les sceaux? Comme le nœud? C'est le lien qui a été fait immédiatement. Le nœud, vu comme un sceau complexe qu'il faut rompre pour comprendre. Ça a lancé la piste satanique, évidemment. Surtout que le corps a été trouvé près d'un cimetière où il y avait eu des rumeurs de messe noire. Et cette piste, elle a donné quelque chose? Rien de concret. Ça collait avec l'étrangeté de la scène, le côté rituel peut-être, mais ça n'a jamais abouti à une preuve ou à un suspect. C'est resté une impasse. Et il y a eu d'autres lettres après? Oui, d'autres lettres anonymes, cette fois tapées à la machine, ont été envoyées au journal La Nazione. Chaque année, le 9 août, jour anniversaire de la découverte du corps, pendant 3 ans. Et elle disait quoi? La première faisait des allusions assez vagues, difficiles à interpréter. La troisième était plus précise. Elle venait soi-disant d'un serveur qui aurait entendu 2 hommes parler du meurtre dans son restaurant avant que le corps ne soit découvert. Ça, c'est intéressant. Ça a été vérifié? Ça a été étudié, mais bon, très probablement des affabulateurs. Sans éléments concrets pour identifier l'auteur ou vérifier l'histoire, ça a été classé comme non fiable. C'est malheureusement fréquent dans les affaires très médiatisées. Des gens cherchent à se rendre intéressants ou à brouiller les pistes. Donc l'enquête initiale, elle piétine et elle est classée en 1999. C'est ça, fin du premier acte, si on veut. Mais elle est rouverte plus tard. Oui, en 2013, suite à une émission de télévision italienne très populaire qui revient sur l'affaire. Ça relance l'intérêt et une nouvelle piste est évoquée. Laquelle? Un lien possible avec le gang des ravisseurs de Giuseppe Sofiantini. C'était un enlèvement crapuleux qui avait eu lieu dans la région cet été-là, en 1997. L'idée, c'était qu'Alessandra aurait pu, par hasard, être témoin d'un repérage ou de quelque chose lié à cet enlèvement. Ça a mené à de nouvelles investigations. Oui, 6 suspects sont mis en examen dans ce cadre. On exhume même le corps de Nicolino Mohamed, Steve, pour faire de nouvelles analyses ADN avec les techniques modernes. Et les résultats? Tous négatifs. Aucun ADN ne correspond à celui retrouvé sur la cordelette ou dans le taxi. Parmi les suspects de 2013, il y avait un personnage assez étrange d'ailleurs. Ah oui? Un collectionneur d'armes, dont d'une avec le numéro de série effacé. Il collectionnait aussi les articles de journaux sur Alessandra, mais aussi sur d'autres morts suspectes dans la région. Et il avait même des photos volées sur des tombes. Un comportement très bizarre. Et lui non plus? Pas de lien avec Alessandra? Non. Malgré son profil troublant, aucune preuve directe n'a pu le relier au meurtre d'Alessandra. Il a été mis hors de couve. Encore une impasse. Et l'affaire est rouverte une nouvelle fois. Oui, en 2020. Encore grâce au progrès des techniques d'analyse ADN qui deviennent de plus en plus sensibles, 2 nouvelles personnes sont suspectées. L'une d'elles est Nicola Fanetti. Qui est-ce? C'est le propriétaire du terrain juste à côté de l'endroit où le taxi a été retrouvé. D'accord. Et là, l'affaire frôle une autre ombre célèbre en Toscane. Oui, c'est là qu'on touche, de manière très ténue, à l'affaire du monstre de Florence. Comment ça? Il se trouve que ce Nicola Fanetti avait eu un rendez-vous avec Milva Malatesta, une femme qui a été considérée comme une victime potentielle du monstre de Florence, la nuit même où elle a été tuée en 1993. C'est troublant. C'est troublant. Et autre coïncidence, un des fameux compagnons de beuverie de Pietro Pacchiani, le principal suspect dans l'affaire du monstre, s'appelait Mario Vanni, même nom de famille qu'Alessandra. Vanni. Comme Alessandra Vanni. Voilà. Alors, attention, il faut être extrêmement prudent avec ce genre de rapprochement. Ce sont des coïncidences qui fascinent, surtout dans des affaires non résolues comme celle-ci. Elles alimentent beaucoup de théories. Mais aucune preuve concrète. Absolument aucune. Aucune preuve matérielle n'a jamais permis de relier formellement l'affaire d'Alessandra Vanni au monstre de Florence. La piste américaine liée au monstre, celle de Joe Bevilacqua,
qui était aussi suspecté d'être le Zodiac. Oui, Son ADN a aussi été comparé à celui trouvé dans l'affaire Vanille. Résultat négatif également. Donc, malgré toutes ces technologies, toutes ces réouvertures, ces pistes explorées, l'affaire est à nouveau classée. Oui, le mystère reste entier. Absolument entier. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? C'est une histoire terrible. Une jeune femme qui prend un risque, un seul, celui de faire sa première nuit de travail. Un risque calculé, pensait-elle, puisque son ami était là. Oui, et puis cet itinéraire final complètement aberrant, sans appel radio, sans téléphone. Et cette scène de crime, surtout ce nœud post-mortem, si complexe, si délibéré, c'est ça. Et les témoignages contradictoires, les lettres anonymes qui n'apportent rien. Toujours aucun mobile vraiment clair. Aucun coupable identifié après presque 30 ans. C'est l'archétype du cold case qui laisse une frustration immense. Immense, oui. Surtout pour la famille, évidemment. C'est un vide terrible. Et face à ce vide, forcément les spéculations les plus folles peuvent naître, comme ce lien très ténu avec le monstre de Florence. Ça peut prendre une place démesurée quand on manque de réponses concrètes. Mais ce qui reste le plus marquant, le plus singulier dans cette affaire, c'est vraiment cette signature, ce nœud. Oui, ce nœud complexe. La question fondamentale, elle est toujours là. Est-ce que c'était un geste gratuit, presque un acte ritualisé, mais sans signification profonde? Ou est-ce que c'était un message délibéré? Et si oui, quel message? Et à qui? Une dernière réflexion peut-être? Cette nature très calculée de la scène de crime, et particulièrement ce nœud fait après la mort. Ça cadre assez mal avec une simple agression qui dégénère, un acte impulsif sous le coup de la colère ou de la panique, non? Effectivement, ça suggère autre chose. Ça pourrait orienter vers une action préméditée, peut-être même symbolique, commise par quelqu'un qui connaissait Alessandra, ou qui connaissait très bien les lieux, la région. Quelqu'un qui a voulu laisser une marque, une empreinte, mais une empreinte totalement indéchiffrable jusqu'à présent. Quelle signification cachée pourrait avoir ce nœud au-delà de la simple contrainte physique, surtout s'il est appliqué après la mort? C'est peut-être ça la clé qui manque encore aujourd'hui. La question reste ouverte et glaçante.